Et je suis d'ailleurs chargée de profiter de vos derniers instants de concentration disponibles pour faire passer les informations les plus importantes. Rapidement, remercier encore tous les soutiens sans qui ce colloque n'aurait pas été possible, notamment de l'ICM Christine Codina, Stéphanie Milan et Perrine Emeliavouz qui nous avaient énormément aidé à coordonner le numéro spécial de facto où vous retrouverez les grandes lignes de cette journée. Et également Caroline Mathieu-Berthiaud qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais qui a fourni tout au long de ce projet une aide logistique particulièrement précieuse. Et enfin, merci à Pierre-Jérôme Adjège de la société Sur Mesure qui a assuré la captation de cet événement et le jonglage périlleux entre distanciel et présentiel. Et enfin, donc, merci à vous qui avez été présents sur ces 2 jours et à tous les communicantes et les communicants qui ont permis des discussions très denses et qu'on espère prolonger. En ce sens, ce colloque constituera, c'est un aboutissement parce qu'avec le jeu des reports et des différents délais, c'est l'aboutissement d'un long travail, mais c'est aussi un point de départ qu'on espère traduire notamment par des publications collectives. Évidemment, on reviendra vers vous, ça pourra se traduire par un numéro de revue ou un ouvrage collectif. On précisera ce projet dans les semaines ou les mois à venir. Et on voulait vous signaler que le projet MigraPriv s'est aussi doté d'un carnet de recherche hébergé par hypothèse. Et si certains d'entre vous ont le souhait de publier sous une forme soit vulgarisée et accessible au plus grand public, ou alors un work in progress qui pourrait être rendu disponible à la discussion sous cette forme, sans devoir passer par les mêmes délais ni le même niveau d'exigence qu'une revue. Ce carnet est ouvert pour publier des notes de recherche sous des formats par ailleurs potentiellement assez divers. Et la dernière chose, c'est que, alors on l'a précisé en introduction, on avait reçu énormément de propositions de communication, et même en poussant les murs et en passant à 24 communications, et comme vous l'avez vu, en tassant énormément le programme, on n'a pas pu entendre toutes les communications qu'il aurait méritées. Donc on souhaite poursuivre ce projet MigraPriv en proposant un séminaire régulier qui, du coup, devrait permettre d'accueillir davantage de communication et de travaux. Voilà, donc évidemment, on vous tiendra au courant de ces différentes prolongations dans les semaines à venir. Juste une chose sur ces prolongements possibles collectifs. Il faut rappeler juste que ce colloque a pris forme dans le cadre d'un sous-axe de l'ICM, donc les migrations privilégiées. Et il va y avoir une réunion en janvier ou en février, la date est encore à préciser, pour faire un peu le bilan de l'axe et du coup repréciser un peu ces projets qui sont encore à préciser justement. Et du coup, ça peut aussi être l'occasion d'intégrer ce collectif de recherche autour des migrations privilégiées. Alors, je vais faire un tout petit point maintenant sur en 2 mots, ce qu'on a tiré, les grandes idées qu'on a tirées de tous ces échanges très riches. Je vais essayer d'être rapide, mais d'y aller par mots-clés. Ce que nous a montré ce colloque, c'est que il y a bien sinon des migrations privilégiées, du moins des migrations plus privilégiées que d'autres. Et on a donc voulu insister sur la dimension relationnelle du privilège à la lecture et à l'écoute des communications, avec des travaux qui portent sur certains groupes sociaux qui cumulent un nombre important de privilèges, tandis que d'autres ont un privilège beaucoup plus étroit et vraiment en rapport avec d'autres groupes encore moins bien lotis. Donc ce colloque a permis... pardon. Ouais. Non. Tout va bien. J'essaie de ne pas être longue, donc ça... Oui.
les différentes acceptions aussi du terme privilège dans les... en fait, c'était intéressant de lire les propositions parce qu'il y avait souvent différentes acceptions du terme privilège qui ont permis de faire dialoguer, enfin de réfléchir sur la diversité des rapports sociaux en jeu, donc privilège en termes de race, de classe, de genre et de nationalité notamment. Ce colloque a aussi permis d'insister sur le fait que le passage d'un espace national à un autre met toujours en jeu l'absence ou la présence de ressources sociales. Et donc, on a pu lire des enquêtes très diverses à ce prisme. Ce colloque, ça a aussi été l'occasion de découvrir beaucoup d'enquêtes au long cours, souvent des terrains fouillés, avec une grande diversité d'approches méthodologiques et aussi d'approches disciplinaires. Donc on a vraiment pu construire des sessions où il y avait des personnes qui venaient de disciplines différentes. Et ces travaux empiriques ont été très heuristiques pour définir de manière concrète les privilèges et de montrer leur complexité, de montrer dans quel contexte ils s'inscrivaient. Et on pense qu'un des gros apports de ce colloque, c'est notamment d'avoir pu montrer la variété des théâtres ou scènes sociales dans lesquelles se construisent les privilèges. Pour en citer que quelques-unes, les études, le travail professionnel, bénévole ou domestique, les loisirs, le rapport à la santé, les pratiques résidentielles, le rapport à l'espace, les mouvements sociaux, les politiques publiques. Donc tous ces lieux sont des endroits de construction, mais également de déstabilisation du privilège. Troisièmement, ces enquêtes ont donné lieu à des débats sur la manière de tracer les contours du groupe des migrants-migrantes privilégiés, en mettant en évidence l'hétérogénéité interne au sein de chaque terrain entre des personnes plus ou moins privilégiées, en donnant à voir la diversité des trajectoires. Également des réflexions sur l'auto-identification subjective à la notion de privilège, présente ou non, et également une approche parfois plus interactionnelle, relationnelle du privilège, avec par exemple la question de la honte ou du sentiment de culpabilité d'être privilégié ou de rivalité entre différentes catégories de personnes migrantes. Et donc se pose alors la question très intéressante des rapports aux autres immigrés avec des pratiques de distinction par rapport à des figures de migrants stigmatisés, le maintien d'un entre-soi ou des pratiques plus ambivalentes de solidarité ou d'empathie, mais qui coexistent avec le maintien d'une frontière symbolique claire. Enfin, beaucoup de travaux interrogent la translocalité des positions sociales en mettant en évidence le caractère donc très contextuel des privilèges, en rattachant le privilège à un espace donné, cet espace restant très nationalisé, et ça renvoie là à la capacité très différenciée de transformer une mobilité spatiale en mobilité sociale. Voilà, donc ça ouvre plein de pistes et de chantiers pour la suite. Voilà. Oui, il y a une partie là dont je vais m'assurer qui est plutôt une partie qu'on avait appelée programmative, mais bon, je pense qu'en 4 minutes, ce sera plus suggestif que réellement programmatif. Mais il y a quand même quelques croisements auxquels on a pensé au fur et à mesure des communications qui auraient pu être croisées, rassemblées sous d'autres angles qu'elles ont été rassemblées pendant ces 2 jours. D'abord, un croisement au niveau des méthodes. Il y a eu une grande diversité de méthodes, aussi bien de la cartographie, de l'analyse spatiale, plutôt des entretiens, d'ethnographie, statistiques, etc. Il nous a semblé que mettre en commun ces méthodes, parfois, ça pouvait être une bonne solution pour éclairer à la fois les dimensions les plus objectives et les plus subjectives des migrations et du privilège ou également de la migration qui a vraiment pu être observée parfois de manière très subjective et parfois, au contraire, plutôt de manière objective. Deuxième point possible, juste un croisement entre les différentes... un croisement d'objets. C'est là où on peut dire aussi qu'on aurait pu réunir les différentes communications sur d'autres objets que la manière dont on les a réunis pendant ces 2 jours. D'abord, on aurait pu très bien essayer de réfléchir aux migrations privilégiées en essayant d'envisager
le privilège plutôt sur la forme de position dans les rapports de pouvoir. Et dans ces cas-là, bon, il y aurait du privilège du point de vue de la classe sociale, un privilège du point de vue du genre, de la race ou de l'ethnicité. Ça, c'est des dimensions qui sont apparues aussi au fil des communications et qu'on avait parfois envie de mettre en rapport pour pouvoir comparer plus finement. Autre regroupement possible, il y en a eu, par exemple, aujourd'hui, l'axe de ce matin, c'était les rapports privilégiés les rapports privilégiés à l'espace d'arrivée, et celui de l'après-midi, c'était plutôt sur les politiques publiques d'accompagnement, les systèmes de facilitation, etc. Bon, forcément, on a envie aussi de mettre en relation ces deux objets pour savoir dans quelle mesure les migrants s'emparaient ou non de ces systèmes de facilitation, bon, même si ça a pu déjà été abordé par les différentes communications, certaines d'entre elles. Et puis enfin, un croisement, aussi une possibilité de croiser les terrains. Bon, pour être vraiment très, très schématique, là j'avais l'impression qu'il y avait quand même deux types de terrains qui se dégageaient. Bon, vraiment très schématique, mais un qui était quand même plus, et du coup on avait envie de comparer les uns entre les autres au sein de ces deux grands types. Un premier type qui sont plutôt la question des migrations occidentales vers les Suds finalement. On a eu pas mal de Français vers les Suds, et du coup, comparer ces différents types de migration, ça permettrait de préciser plus finement les différents types de situations postcoloniales, que la manière dont se met vraiment en jeu le privilège de la nationalité occidentale, les différentes caractéristiques qui sont constitutives de cette position-là. Il y avait vraiment des dégradés assez intéressants là, entre, par exemple, le métropolitain qui va dans les dom-toms, le Danois qui va... ou inversement, les Groenlandais qui vont dans... Je ne connais plus le nom exact, mais les habitants du Groenland qui vont dans le Danemark pour les études, etc. Et enfin, un deuxième gros type, c'était les modes privilégiés, on va dire, d'arriver dans les pays du Sud. Voilà. Oui, dans les pays du Nord, excuse-moi. Effectivement, mais on a déjà un petit peu parlé en disant que voilà, c'était souvent dans ces moments-là, le privilège était particulièrement contextuel entre d'autres types de migration possibles. Il y avait quelques catégories qui ont émergé, comme les réfugiés politiques, les exilés, les étudiants, les touristes chinois, par exemple. Et là aussi, on avait envie un peu de comparer ces différentes catégories pour être un peu plus systématique dans leur analyse. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Et du coup, ça parole à Claire pour la conclusion sur la conclusion de la conclusion. Ce qui a été qualifié par Adrien Dubuc d'éléphant dans la pièce, et ce qui est revenu, je pense, en fil rouge de ces 2 jours, et que Brenda avait annoncé dès l'introduction, ce point d'interrogation finalement derrière la notion de privilège, et les discussions engagées sur ces 2 jours, je pense, imposent un retour réflexif sur la place, l'importance que l'on laisse à ce concept de privilège dans les recherches qui ont été présentées au cours de ce colloque. Et notamment, on s'est demandé comment, et est-ce qu'il y avait une certaine variété dans la façon dont les communications s'étaient saisies de cette notion de privilège. Qu'est-ce qu'on pouvait sauver aussi d'un concept qui était marqué d'un point d'interrogation et avait certainement des limites. Alors, ce qu'on voulait souligner, c'est que ce concept, cette étiquette de migration privilégiée, ne serait-ce que parce qu'elle a permis de réunir des travaux divers, a le mérite de rendre visibles des phénomènes sociaux qui ont longtemps été peu étudiés, du moins relativement à d'autres chemins, à d'autres routes migratoires, ou à d'autres expériences des migrations. Et en cela, la migration privilégiée, elle nous paraît tout de même extrêmement précieuse, parce que aussi elle permet de défaire l'essentialisation implicite de la migration comme nécessairement précaire ou dominée, et aussi peut-être, ou peut-être d'abord même, parce qu'elle permet de constituer un champ et d'organiser le travail scientifique. Et par ailleurs, il nous a semblé que les contributions mettaient en lumière, alors parfois en creux, parfois plus explicitement, à quel point cette notion était compatible finalement avec les approches de l'imbrication et de l'intersectionnalité. Parce que précisément, l'intersectionnalité n'est pas
uniquement le cumul d'oppression ou de désavantages, mais aussi la combinaison de caractéristiques sociales dominantes ou de caractéristiques sociales contradictoires. Donc finalement, la question est aussi celle des concepts qui complètent ou concurrencent le privilège et permettent d'aller au-delà peut-être de ces mérites-là que je viens d'évoquer. Et si cette notion avait sans doute un très grand intérêt en tant que point d'entrée, finalement, il nous a semblé qu'à l'issue de ces 2 jours, il apparaissait souvent un peu moins pertinent aux communicants et aux communicantes d'en faire un résultat, d'en faire une production théorique élaborée à partir des divers terrains qui ont été explorés. Donc pour le dire autrement, si le privilège permet de construire un objet, il n'est pas forcément le concept le plus heuristique ou le plus pertinent, le plus productif pour rendre compte de la construction et de la déconstruction des rapports de pouvoir. Et ces limites tiennent probablement au fait que c'est une notion certainement un peu statique pour décrire le social, qui tend à réduire les positions de pouvoir à des ressources qu'on détiendrait plutôt qu'à des pratiques. Et voilà, donc le privilège perd de sa productivité dès lors qu'il s'agit de rendre compte du pouvoir finalement de façon plus processuelle, c'est-à-dire quand on interroge sa genèse, mais aussi sa déstabilisation, sa reproduction. Finalement, lorsqu'on arrive à parler de domination, par exemple, ou d'autres concepts, parce que c'est aussi ce qui ressort de la grande diversité disciplinaire également des contributions. Finalement, les réponses conceptuelles à cette question plus des processus sociaux, de comment les qualifier, comment les analyser, comment les comprendre, comment les théoriser, sont aussi très variées, ce qui finalement prolonge encore, alors cette fois sur un terrain plus épistémologique peut-être, les possibilités de croisement, de dialogue qu'on vient d'évoquer, et peut-être même de débat, de concurrence ou d'affrontement. Voilà. Alors merci encore, on s'arrêtera là donc, pour ces 2 longues journées, et je vous souhaite un bon retour à celles et ceux qui doivent reprendre des trains.